50 otages. Nantes. Cour des 50 otages. Un arrêt de tram du même nom. Un imposant monument aux morts qu'on fleurit régulièrement. On y est passé des dizaines de fois sans connaître l'histoire qui a donné son nom à cette artère. Qui sont les 50 otages? Otages de qui? Nous sommes 2 classes de première du lycée Carquet et nous avons voulu chercher des réponses à ces questions en allant à la rencontre d'Henri Duguy, témoin direct de cette histoire. J'avais pris un rôle difficile dans la résistance, celui de distribuer des tracts. Distribuer des tracts anti-allemands, anti-Pétain d'abord, anti-allemand ensuite, et il fallait être vraiment arrosé pour entreprendre ce travail. Il fallait trouver 1000 combines pour toucher le maximum de gens. Quand on a commencé, avant de mettre un tract sous un volet, il fallait bien regarder si on n'était pas épié. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une multitude. C'était la dénonciation, c'était la vengeance raciale contre les Juifs, c'était la colère de n'avoir pas l'accès à une vie normale. Est arrivé un jeune dessinateur, à qui j'ai confié un paquet de tracts. Et il avait pour mission de distribuer ces tracts aux portes du lycée Clémenceau. Il a été arrêté, et c'est à partir de là qu'on est remonté directement à mon entreprise et qu'on m'a découvert, alors que j'étais déjà pisté par les renseignements généraux depuis plusieurs années. Pas de jugement, pas de questionnement, immédiatement incarcération à Choiseul. Nous étions 3 au début, nous étions 18 après, parce qu'il y avait 15 camarades qui avaient été arrêtés dès janvier 40, qui avaient été enfermés au Croisic. Et puis, d'un seul coup, on avait, par vagues successives, nous étions 600 à bord. 600, on avait raclé toutes les réserves des prisons et on avait ramené tout ça à Choiseul. C'était des baraques brutes de sciage, toiture ondulée, lisserie, un canton de bois sur pied, un grillage et une paillasse. Et j'ai noté, entre autres, l'hiver, moins 12, l'été, 37 degrés. Nous étions 33 par baraque. Au début où moi j'étais, nous étions parmi les nomades et on donnait à tout hasard une assiette de soupe, une tartine de pain sec par repas, de l'eau, et comme alimentation, nous avions, venant des abattoirs de Châteaubriand, d'énormes jointures de bœuf. Et nous nous comptions de gratter la gélatine à ce qu'il pouvait rester de viande sur ces jointures pour tenir le coup. Et puis après, on a eu à plusieurs reprises des visites d'officiers, de gros officiers allemands. Et ils ont été ébahis quand ils ont vu des cheveux blancs, des cheveux gris attablés devant un professeur. Dis comment? Des communistes à ce temps-là, à l'école, ils n'en revenaient pas. Et effectivement, nous avions réussi à mettre debout 2 écoles de français, un primaire et un supérieur. Une école d'allemand, une école russe, une école d'anglais. Ces cours-là étaient assurés par des professeurs qui eux-mêmes étaient parmi nous et étaient internés. Le camp de Choiseul était à Châteaubriand, à quelques kilomètres au nord de Nantes. Il n'existe plus. Seule trace de cette histoire, la carrière des fusillés, où nous nous sommes rendus. Nous y avons découvert les visages de 27 de ces 50 otages. Puis, certains de leurs descendants ont bien voulu nous raconter leur histoire. Gilles Offray était mon grand-père, c'était donc le père de ma mère, et il a marqué la vie de ma mère, puisqu'elle l'a perdue, elle avait 14 ans.
Et elle a perdu l'année d'après sa maman qui avait un cancer. Mon grand-père a été donc un militant politique, syndical. Il était né en début du XXe siècle, 1902, à Trignac, en Loire-Atlantique, pas très loin d'ici. Et à cette époque-là, on travaillait tout jeune. Donc à 13 ans, il est rentré dans les forges de Trignac. Et tout de suite, il est rentré dans le militantisme politique, syndical. Tout de suite, il a distribué des tracts, protesté, et il s'est engagé. Et un exemple très précis, c'est en mai 40, au moment où il était déjà emprisonné, puisqu'il a été arrêté en 1939, parce que communiste. Tous les militants français qui étaient les élus communistes ont été destitués de leur mandat en 1939, suite à l'accord qui avait eu lieu entre Hitler et l'Union soviétique. On a profité de cet acte-là pour leur retirer tout leur mandat. Il a été arrêté et même à cette époque-là, il a écrit au préfet de Seine pour dire la nécessité de se battre contre le régime hitlérien et la victoire était possible. Et ça, c'était un mois avant l'appel du 18 juin 1940 de Gaulle. Donc il était vraiment dans le refus de la défaite et la nécessité de se battre et la nécessité aussi de gagner. Donc assez vite, je vous l'ai dit, en 1940, il a été arrêté et a fait plusieurs prisons. Il s'est baladé, si on peut dire, dans l'ensemble des prisons françaises, et Fontevraud, Incourt, etc. Et donc, son dernier camp a été Chateaubriand, le camp de Choiseul. Mon père, c'était Charles Michels, qui était un syndicaliste, responsable de la CGT des cuirs et peaux. Il faisait de la chaussure tressée. Mais comme il a travaillé très tôt, il a travaillé à 10 ans. Donc son père est décédé et sa mère avait 4 enfants et sa mère faisait des ménages, donc elle ne pouvait pas vivre sans qu'il y ait son fils aîné qui soit au travail. Donc à 11 ans, il a pu rentrer dans une usine de chaussures. Mon père a été arrêté le 5 octobre 1940. C'était tout de suite après la prise de pouvoir de Pétain. Il était fiché déjà, c'était un militant de la CGT, il était au Parti communiste, donc il a été dans les premiers. La liste, c'était facile à faire, hein, il était connu. En plus, il était député du 15e arrondissement, député du Front populaire, donc évidemment, il était marqué depuis longtemps comme un indésirable, quoi. À Chateaubriand, les fusillés étaient tous communistes. Au même moment à Nantes, 16 otages internés à la prison Lafayette étaient désignés pour subir le même sort, ainsi que 5 autres Nantais en région parisienne. Léon Jost, donc mon grand-père, a commencé sa carrière, si je peux dire, pendant la guerre 14-18, où il a été blessé à Ébuterne par un éclat d'obus. Il a donc été amputé de sa jambe droite et il a été mis d'une prothèse par la suite. Puis il a été président de nombreuses associations sur Nantes, d'anciens combattants, du camp de Savenay, où ils ont fait évader à plusieurs 2200 prisonniers dans les années 40. Ensuite, il était président d'associations culturelles, sportives, sociales, énormément d'activités dans le social, ce qui a sans doute influencé mon parcours à moi après. Et puis, en 1941, il était donc incarcéré à la prison Lafayette à Nantes pour des faits de résistance. Et en fait, c'est là que sont survenus les événements du 22 octobre, où le commandant Hotz a été assassiné rue du Roi Albert à Nantes. Et en représailles, Hitler a commandé l'exécution d'une centaine d'otages.
Je suis l'arrière-petite-fille d'Auguste Blouin, donc l'un des 48 otages fusillés le 22 octobre 1941. Il était fils de sabotier. Son métier, c'était coiffeur. Et donc, il a fait sa vie à Nantes. Et qui, après un certain temps, il a fondé une bonnetterie. Donc, en fait, il fabriquait des soquettes et des bas. Et donc, il avait un salon de coiffure, une mercerie et une bonnetterie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il a déjà 57 ans, c'est un ancien combattant, il milite, il fait partie des associations d'anciens combattants, notamment celle des Poilus d'Orient, vu que lui, il a fait la guerre, il a participé à Salonique, en Grèce. Et là, bon, il n'est pas touché ni atteint par la mobilisation parce qu'il est trop âgé, mais il décide de s'organiser avec les anciens combattants, des camarades qui ont fait des fronts différents pendant la Première Guerre. Il décide et demande l'autorisation au feldcommandant Hotz de l'époque, à la commandanture, de pouvoir aider, donner à manger et habiller les prisonniers de guerre qui sont de plus en plus nombreux, voire vraiment des milliers de personnes. Et petit à petit, il favorise des évasions en Angleterre. Et c'est là qu'ils sont attrapés par les nazis. Et évidemment, il y a un traître dans toute cette histoire qui s'appelait... on le connaît sous le nom de Roger. Et puis donc, donc les anciens combattants, ils étaient 5 incarcérés. Ils vont d'abord à la prison des Rochettes. Ils passent à la maison d'arrêt de Lafayette de Nantes et après ils sont relâchés pendant 24 heures et réincarcérés le lendemain. Et là ils vont passer donc 6 mois en janvier, donc ils sont incarcérés en janvier 1941. Ils attendent 6 mois, donc le mois de juillet, pour être jugés. Ils sont condamnés à 3 ans de travaux forcés en Allemagne. Et finalement, ils attendent entre juillet et octobre. Ils sont encore à la maison d'arrêt en train d'attendre de partir en Allemagne. Mon oncle Michel, donc le fils de Léon Jost, qui avait été prisonnier en Allemagne lui aussi, m'a touché avec cet événement qui est un événement familial. Et j'ai participé très jeune, dès 7-8 ans, aux cérémonies du souvenir du 22 octobre. Ça m'a bouleversé longtemps, même si je n'ai pas connu le grand-père. Au fil des années, avec le recul, avec l'âge, la maturité, on digère un peu plus les événements et on est capable de gérer ces cérémonies. J'ai 7 petits-enfants et il y en a un seul, mais un, qui m'accompagne tous les ans. Fusillé le 22 octobre 1941 à la Sablière de Châteaubriand, Charles Michels, 38 ans, mort pour la France. Jean Poulmard, 31 ans, mort pour la France. Jean-Pierre Timbaud, 31 ans, mort pour la France. Jules Vercruis, 48 ans, mort pour la France. Désiré Granet, 37 ans, mort pour la France. Maurice Gardette, 49 ans, mort pour la France. Jean Grandel, 50 ans, mort pour la France. Jules Offray, 39 ans, mort pour la France. Pierre Guéguin, 45 ans, mort pour la France. Raymond Laforge, 43 ans, mort pour la France. Émile David, 19 ans, mort pour la France. Guy Moquet, 17 ans, mort pour la France. Léon Jost, 57 ans, mort pour la France. Alexandre Fourny, 53 ans, mort pour la France. Maurice Alano, 21 ans, mort pour la France. Paul Birien, 50 ans, mort pour la France. Joseph Blot, 50 ans, mort pour la France. Auguste Blouin, 57 ans, mort pour la France. Nous n'étions plus en camp de concentration, mais en camp d'otages.
nous étions tous 600 otages, à la merci de l'armée allemande. On a choisi 27 noms. Mais le crime, voyez-vous, c'est que à Chateaubriand, dans les 27, on a écumé toute la tête fédérale syndicale et politique. À Nantes, il y en a eu 16. Et ils ont lui frappé du haut en bas de la société, du plus jeune au plus vieux. Ils ont fait une erreur tragique parce qu'il y a eu Guy Moquet, mais il y a eu à Nantes Léon Josse. On a décapité la formation des anciens combattants de Nantes qui était chargée de faire évader les prisonniers de guerre de Chateaubriand. Comme ils étaient en prison, tous les otages qui ont été fusillés, hein, ceux de Nantes en tout cas, c'était les premières proies, si je peux dire, au niveau nazi pour dire, voilà, on en a en prison, ceux-là, on va les liquider. Et puis ils ont pris parmi les notables, hein, il y avait donc le grand-père, il y avait des avocats, il y avait Maître Fourny, il y avait des personnalités nantaises importantes. Et c'est aussi pour ça qu'Hitler a frappé ce coup-là, pour marquer les esprits en France. Hein. En priorité, ils ont choisi les communistes, ce qui a arrangé et le gouvernement de Pétain et le gouvernement en place des occupants nazis. Et il fallait faire une liste et il fallait aussi ne pas toucher que des communistes, mais toucher la population et sensibiliser dans le mauvais sens du terme, faire peur à la population nantaise. Du coup, parmi ces otages qui ont été fusillés, effectivement, il y en a 26-27 à Chateaubriand. Et à Nantes, ce sont les anciens combattants qui sont 5 et d'autres jeunes qui étaient en prison parce qu'ils avaient manifesté ou parce qu'ils avaient crié à un soldat allemand et qu'ils avaient été incarcérés. Et tout de suite, on fait partie de cette liste qui est un mystère parce qu'on ne sait pas si cette liste est faite que par les occupants nazis. On pense que c'est certainement aussi... il y a eu la participation du gouvernement français de l'époque. Chaque baraque a eu son lot de sacrifiés. Baraque 10, la dernière. Premier nom prononcé, Guy Moquet. C'était pour pouvoir l'entendre, quoi. C'était un gosse. J'ai vécu avec Guy Moquet de mai à octobre, au 22 octobre. Qui était Guy Moquet? C'était un petit gars brillant, très vif, fort en texte et en poème et autres. Un très grand sportif. Un petit gars qui aimait la vie, qui aimait les filles. On s'attendait si peu à ce nom que le camp a été stupéfait. Mais ce que n'avaient pas prévu nos ennemis, c'est qu'au lieu d'affaler le moral du camp, on s'est ressaisi au contraire. Ils ont sacrifié Guy Moquet, à nous de remonter maintenant le moral. Quand nous étions dans ce moment-là, nous n'hésitions pas. Il fallait faire face, coûte que coûte. Et Guy Moquet l'a fait jusqu'au bout. Et son nom, présent, il était dans le fond de la baraque. Il a remonté à la baraque, et puis il s'est retourné, puis il a dit envoie les copains. La veille d'être fusillés, l'abbé leur a dit mettez votre dernière pensée pour vos familles. Et ils ont écrit ça sur un bout de papier chiffonné et tout, que l'abbé a réussi à sortir de la prison et à remettre aux familles. Et ça a été le dernier moment des familles avec celui qui allait disparaître. Donc très dur, très dur. Il n'a pas tremblé à écrire, alors qu'il sait qu'il va mourir dans 2 ou 3 heures après, mais il ne tremble pas quand il écrit. Mais pour avoir lu beaucoup de lettres de fusillés ou de gens qui sont comme ça assassinés pour leurs idées, quel que soit le pays, il y a une clarté, il y a une précision dans leur écrit, il y a une franchise, et ils disent qu'ils vont à la mort
qui la désirent pas, mais qu'ils n'ont pas peur de la mort, quoi. Et je trouve que ça, c'est beau de retrouver toutes ces idées simples, réelles et pleines d'espoir en même temps, parce qu'ils ne meurent pas justement à genoux, ils meurent debout. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi, en particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Chérie, très chérie, je t'envoie ces derniers mots. Adieu. Honnête homme, j'ai vécu, attaché profondément à mes enfants, chérie, à toi, ma femme bien-aimée. Je pars pour toujours, mais le courage ne me fait pas défaut. La mort ne me fait pas peur, crois-le bien. J'ai la confiance que vous vivrez, tous, dans un profond souvenir du digne disparu qui est votre bien. Adieu, chérie. Adieu, mon Jean, ma Jeannette, ma Michel, ma Denise. Adieu, très chère. Adieu, très chère sœur, chère maman. Adieu, chère famille. Jules. Ma chère petite Marie, pense comme il m'est pénible de t'envoyer cette lettre qui sera la dernière. Le sort en est jeté, ce soir je serai mort. Comme tu le reconnais, je serai courageux jusqu'au bout et ma main ne tremble pas. Je vais mourir pour la France. Tu sais quels sont mes sentiments au moment de te quitter. Je ne peux que te répéter mes autres sentiments d'amour et de reconnaissance. Tu as été une épouse et une mère admirables. Maintenant, tu vas être un chef de famille. Les enfants se grouperont autour de toi et vous serez forts tous trois. Si j'ai eu du regret de quitter la vie, c'est de vous laisser alors que nous étions si heureux. Adieu, mon aimé. Je vais réaliser mon vœu. Je vais mourir en soldat. Votre mari, fils, père, qui vous aime de toute son âme, qui va le quitter et voler vers vous. Vive la France. Léon Jost. Mon aimé chéri, mes chères filles, c'est ma dernière lettre. Dans quelques minutes, un point final sera mis sur ma vie. Sois courageuse. Pense aux enfants. Et si sur ton chemin, tu trouves un compagnon digne de toi, n'hésite pas, chérie. Refais ta vie. Tu es jeune encore. Ne te frappe pas. Je vais mourir avec courage. On nous avait dit, quand vos camarades partiront, interdiction de sortir. Ou alors, vous allez affronter quelque chose de terrible. Il y aura des représailles terribles. Il y avait au milieu du camp, en haut d'un mirador, une mitrailleuse toute prête. Alors, quand nos camarades sont partis, qu'allons-nous faire? Allez, pas d'histoire. À coups d'épaule, on a éclaté les portes et on a chanté à toute la Marseillaise. Ils ont eu peur sans doute. La mitrailleuse ne l'a pas tuée. Elle s'est tue. C'était pour nous quelque chose de formidable. Et pour les Allemands qui étaient là, les soldats allemands, ils ont été stupéfaits. Alors, ce jour-là, voyez-vous, pendant que nos camarades partaient, on a fait une démonstration formidable de la résistance française. Et ça a été repris maintes fois dans les écrits. C'était un point d'histoire à retenir. Mais voyez-vous, quand j'entends la Marseillaise braillée par certains, moi, la Marseillaise qui m'importe, c'est celle-là, pas d'autre. Dans la carrière, ils les ont descendus là, ils ont mis des poteaux, ils ont mis 9 poteaux, et ils étaient 27, 9 fois 3, ça fait 27, donc bien réglés,
Et ils les ont tués en trois salves. Et mon père, c'était le premier des 9 premiers. Donc, on sait ça parce qu'il y avait les gens de la ferme qui ont pu voir... enfin, ils étaient enfermés, mais ils ont pu voir par le châssis du toit. Et voilà, on a su les détails comme ça, quoi. Refus des mains liées par les camarades, pas de bouche bandée, les mains libres. Et jusqu'à la dernière minute, nos camarades ont clamé leur attachement à la France et leur horreur du nazisme. Moi, la seule chose en tant que gosse, et même encore maintenant, ce que je pense terrible, c'est qu'il l'ait tué comme ça, quoi. J'aurais préféré qu'il soit mort dans le maquis, les armes à la main, entre mourir en luttant, comme il avait toujours fait toute sa vie. Et c'est vrai que tuer comme ça, c'est vraiment pieds et poings liés. Même pas un procès, rien. Ils n'ont même pas pu se défendre. Donc c'était un assassinat, quoi. Et c'est ce qui m'a toujours révoltée, quoi. Parce que il était trop lutteur toute sa vie. Il s'est battu pour sa famille, pour tout le monde, quoi, pour que les gens aient une vie meilleure. Et se faire tuer comme ça, je trouvais ça terrible, quoi. Les otages ont été fusillés le 21, le 2 octobre. Et peu de temps après, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines, un mois, là au niveau de même moi, je ne me souviens pas, ma grand-mère et ma mère ont envoyé un colis à Michel, donc, qui était en Allemagne. Et ce colis, ils l'ont enveloppé dans un papier journal, etc. Tonton le reçoit où il était, et il déchire le papier et tout, il sort son colis, puis il regarde le papier journal et il voit Léon Jost assassiné avec 48 otages à Nantes, etc. Il a appris la mort de son père comme ça, quoi. Alors c'est une bourde monumentale de la part de ma mère et de ma grand-mère, mais bon, moi je la comprends, enfin je veux dire, on a un papier journal, on fait, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, Michel, il a appris ça comme ça là-bas, et ça a été un choc pour lui terrible, parce qu'il est revenu 2 ans après, je crois. 1 an et demi ou 2 ans après, donc dur, quoi. Quand ils ont été tués, ils les ont dispersés autour de Châteaubriand. Ils les ont dispersés dans les petits villages et les ont enterrés dans les petits villages. Ça aussi, ma mère a eu à aller le reconnaître. Il a fallu aller le reconnaître. Alors, je peux vous dire que ma grand-mère voulait absolument aller avec elle et ma mère a refusé, quoi. Elle était un peu fâchée, ma grand-mère, mais c'était pas possible, quoi. Déjà, pour ma mère, c'était horrible, quoi. Elle y est allée toute seule et il y avait des copains du Parti communiste qui l'épaulaient, qui ont fouillé dans sa poche pour trouver ce qu'il avait dans les poches, quoi. Voilà. Mais les gens de Châteaubriand ont très bien réagi parce qu'on a des photos où les gens ont mis des fleurs. Dès le lendemain, il y avait des fleurs sur les tombes. Je pense que dans cette période sombre, en tout cas pour moi, avec le recul, moi j'essaye de lire, de comprendre cette histoire en 2016. Pour moi, c'est une période très angoissante. Je ne vois pas de points positifs, de luminosité, de vie. Les points positifs, pour moi, c'est tous ces gens-là qui se sont révoltés, tous ces résistants qui ont dit on va se battre pour se libérer. Finalement, ils se sont battus pour la liberté, toutes ces valeurs de la résistance, cet humanisme. Je pense que c'est ça le point positif. Mais sinon, pour moi, ça reste une période très angoissante dans l'ombre. Pour ma grand-mère, c'était un effondrement. Il a fallu qu'elle retravaille parce qu'il y avait encore 2 enfants à la maison. Et pour ma mère, ça a été quelque chose de terrible qui l'a marqué, je dirais, très très longtemps au niveau psychologique. Et même quand elle est partie à 81 ans, elle évoquait encore la mort de son père. C'était donc quelque chose d'extrêmement bouleversant pour toutes les familles qui ont perdu un mari aimé. Ma grand-mère est décédée 1 an après son mari,
Donc ma mère et ses sœurs ont été élevées par leur grand-mère à Saint-Nazaire. Ma mère s'est retrouvée un petit peu la chef de famille avec sa grand-mère, et donc ça a été toujours une absence importante pour ma mère de ne pas avoir eu ses parents plus longtemps. Cette histoire, finalement, qui est une histoire de famille, a été vraiment, je ne sais pas si je peux dire cachée, mais en tout cas, elle a été tellement douloureuse que personne n'en a vraiment parlé. Moi, j'ai connu cette histoire quand j'avais à peu près votre âge, et mon grand-père a demandé à ma mère de lire la lettre qu'avait écrite son père avant son exécution. Et c'est vraiment là que ma mère le découvre, ça veut dire elle le découvre très tard, et moi-même. C'est pas inscrit dans la continuité quotidienne, mais dans des moments importants comme ça de la commémoration, mais ça reste dans la tête, ça reste personnel, plus que vouloir l'étaler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'histoire de mon grand-père, qui est quand même une histoire un peu particulière et nationale en quelque sorte. Mais voilà, on s'en gargarise pas, quoi. On n'essaye pas d'en faire une prétention quelconque. Ça nous a construit, nous, et c'est déjà beaucoup. Je pense que, comme beaucoup de personnes qui célèbrent ces cérémonies du souvenir, qu'il est important de perpétuer la mémoire, et qu'on ne peut que être fier d'avoir des soldats, des personnes, des êtres humains qui ont donné leur vie il y a maintenant plus de 75 ans pour qu'aujourd'hui on puisse faire une interview, qu'on puisse être en liberté. Et c'est ce sentiment-là de fierté par rapport à leurs actes de courage, parce que c'est quand même des actes de courage que toutes ces personnes-là ont commis à l'époque. Et je ne peux que tirer qu'un grand sentiment de fierté, effectivement. Je suis très fier d'être le petit-fils de Léon Jost. Je suis fier de mon grand-père parce que c'est une histoire, une belle histoire, où il a mené des combats intéressants. Il a été un père de famille aussi, parce qu'il a ce côté-là aussi. C'était un père de famille qui voulait que ses enfants apprennent. Il avait créé une école de musique à Bondy, où ma mère a pu aller apprendre le violon. Et donc c'était quelqu'un qui était exemplaire en quelque sorte. Donc on a envie de l'aimer. C'est quand même des événements d'un tragique immense. Et si on oublie que ça a existé, on va facilement... l'homme, de par sa nature, a tendance à batailler et à chercher un peu la guerre un peu partout. Donc si on ne poursuit pas la transmission de ces moments dramatiques de notre histoire, ça va être oublié. Et si c'est oublié, c'est la porte ouverte à d'autres recommencements. Il faut faire attention à ce que ces idées-là ne reviennent pas, quoi. Et elles sont proches de nous actuellement, même aujourd'hui, quoi. C'était après la guerre, c'est bien sûr, on n'osait plus dire ces idées, mais aujourd'hui, avec le temps qui passe, l'histoire qui s'effiloche, qui est tronquée, qui est déformée souvent aussi, on voit ce genre de propos revenir, ces idées, et puis tous les actes qui accompagnent. Il n'y a pas que des idées, ce sont des actes. On s'en prend à un tel parce qu'il est juif, ou parce qu'il est arabe, parce qu'il est musulman, parce qu'il est migrant, parce que voilà, aujourd'hui, et puis communiste ou cégétiste aujourd'hui, avec la loi du travail qui a été contestée dans la rue les dernières semaines passées, là, faut voir les attaques qui ont eu lieu contre des militants CGT, entre autres. Donc il faut rester vigilant par là, et puis j'ai encore cette... Mais c'est pas de la haine, c'est simplement de dire que mes enfants et mes petits-enfants, il faut qu'ils vivent dans des conditions de bonheur, de joie et de respect de l'autre. Et ça, c'est important. C'est ça mon but à moi, c'est de faire connaître aux jeunes ce que peut être une situation politique dangereuse, et d'y faire face en écoutant, en apprenant, et en écoutant ceux qui ont vécu justement cette période. Moi, j'étais comme une jeune fille, j'étais jeune, je sortais des pays, j'étais pas malheureux chez mes parents, mes parents, mais aussitôt, j'ai pris la nécessité, j'ai écouté, il faut prendre place, il faut prendre la place de militant. Je me suis engagé tout de suite. Voilà. Et de fil en aiguille, on adhère,
on prend des responsabilités, on prend de la maturité et on joue son rôle. Ce que je voudrais, c'est que les jeunes prennent en main tous ces événements, tout ce qui participe, quoi, soit vraiment lié avec ce qui se passe dans leur ville. Vous habitez Nantes, il y a sûrement des choses qui vont pas, des choses qui... être présent, être là, pas être indifférent aux choses de la vie de tous les jours, des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont... Enfin, être solidaire, quoi. Et puis aussi défendre l'école, votre lycée, c'est important que vous preniez les choses en main, parce que c'est qui mieux que vous savez les problèmes qui sont dans vos écoles. Donc, moi, je crois que la chose la plus importante, c'est que vous ne soyez pas indifférent à ce qui se passe, et la vie de tous les jours, la vie des gens autour de vous. Voilà. Vous prenez position, soyez actif, quoi. Prenez part. S'il y a un mouvement, il y a quelque chose, écoutez au moins, soyez au moins à l'écoute. Si vous ne participez pas, ça c'est votre choix, vous faites comme vous le sentez, mais c'est bien de ne pas être indifférent, quoi. Tout ce qui se passe autour de vous, pas tout ramener à vous, quoi. Moi, je suis partie à la commémoration pour les 50 otages, un samedi matin. Franchement, j'y suis allée à reculons. Et en fait, c'était vraiment une découverte pour moi, parce que je me suis dit, l'année prochaine, j'irai encore, parce que c'est vraiment quelque chose d'important de souvenir que des personnes sont battues. Lors de l'interview de Denise Bailly-Michels, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Puis on était 3 interviewés et on avait le micro juste devant et on était en pleurs parce que c'était une histoire forte qu'elle nous a racontée. Et juste en face du micro, on était obligés de se contenir. Ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'était les lettres. Quand Xochitl était venue pour lire celle de son arrière-grand-père, elle était franchement triste. Mais moi, je ne suis pas resté indifférent. J'ai ressenti un petit peu de la peine pour elle. On a procédé à l'interview d'Henri Duguy. Il a 100 ans, il nous a accordé son temps et tout ce qu'il a dit, c'était fort, c'était intense. Il y a plusieurs moments où j'ai retenu mes larmes, parce que, surtout au moment où il parle de Guy Môquet, parce qu'on voit que lui aussi, il est troublé. Il était très impliqué dans ce qu'il nous a fait, dans le discours qu'il a tenu. Et c'était touchant de voir qu'il voulait nous transmettre quelque chose. Là, ça, je pense que je me rappellerai toute ma vie, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Et je ne savais pas que ça s'était passé comme ça, dans des circonstances comme ça. Les personnes qui ont été fusillées, elles ont vraiment été fortes. Elles sont parties de la tête haute. Je pense que moi, je me serais effondrée, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Ils avaient une grande force en eux. Je pense qu'on devrait tous avoir cette force-là en nous pour vivre. J'ai l'impression qu'ils ont donné leur vie pour nous, en fait. Ce sera un souvenir que je vais garder dans ma tête précieusement. Derrière les 50 otages, il y a des familles qui ont souffert, des personnes qui ont perdu leur vie. Donc voilà, je pense que c'est le moins qu'on puisse faire pour leur rendre hommage. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme, ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades, sortez de la paille, le fusil, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens ont creusé, ils font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang nord séchera au grand soleil sur les routes. Chante tes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme, c'est l'alarme.